C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous retrouver sur Mondico Télévision pour le compte de votre magazine sociopolitique Tribune. Et vous le savez, c'est un magazine qui décrypte l'actualité politique. Et dans ce numéro, il s'agira de la cérémonie d'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui venait d'être réélu chef de l'État en République démocratique du Congo. Il a encore 5 ans pour continuer son programme déjà lancé avec 145 territoires, le développement à la base. Et dans ce numéro, je ne serai pas seul. Je reçus sur ces plateaux M. Florent Kalonji, cadre de l'UDPS Tshisekedi et conseiller communal sur la liste candidat plutôt, voilà, parce que la publication, c'est incessamment que ça va intervenir. Il est donc M. Florent Kalonji, je disais. Il est candidat conseiller communal sur la liste de l'UDPS Tshisekedi dans la commune de Kisanso. C'est avec lui que nous allons devoir décrypter l'actualité qui est beaucoup plus dominée, je me répète, à la cérémonie d'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue, M. Florent, à Mondico, une fois de plus. Merci, Madame Renta. Le plaisir est pour moi d'être reçu dans ce beau cadre de Mondico Télévision pour parler de l'investiture de notre chef de l'État, Fachi Beton. Votre champion 20 sur 20. 20 sur 20. Voilà, c'est aussi un plaisir pour nous, le plaisir est partagé. Je venais de vous présenter tout à l'heure comme étant candidat conseiller municipal. Aujourd'hui, bon, c'est une première, hein, 4e cycle électoral, mais en tout cas, c'est pour une première que la République démocratique du Congo entamer toutes les élections, même municipales, parce que ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, on peut connaître le rôle d'un conseiller communal. Parce que c'est quelque chose, on a connu les députés provinciaux, les députés nationaux, mais au moins, pour cette fois, pour le 2e quinquennat de Félix Tshisekedi, il y aura les conseillers communaux. Merci, Madame Renta. Le conseil communal, c'est un organe délibérant au niveau de la commune. C'est en quelque sorte un parlement de la commune, comme nous avons l'Assemblée provinciale au niveau de la ville, au niveau de la province. Le conseil communal a été institué dans la loi sur la décentralisation, la loi portant organisation, fonctionnement des entités décentralisées en République du Congo. C'est une loi qui est numéro 08/016 17 octobre 2008. Mais ça n'a jamais été d'application. Ça a peiné en tout cas. Oui, la loi peinait, souffrait toutes les élections de 2006, de 2011, 2006, 2011. Non, c'était après 2006. Ok, la loi, ok. La loi en 2008. 2008. Donc en 2011, normalement, on devait organiser l'élection locale, municipale. Ça n'a pas eu lieu. En 2018, mêmement. Maintenant, Félix-Antoine Tshisekedi a compris qu'on ne peut pas développer un grand pays comme le Congo sans retourner le pouvoir à la base. Puisque c'est là où, selon cette loi-là, ce sont les attributions du conseiller municipal sont énumérées. Il y a 23 attributions à l'article 50 de cette loi-là qui donne beaucoup d'attributions, le rôle que le conseil doit jouer au niveau de la commune. Il a un grand rôle en ce qui concerne les installations des marchés publics au niveau de la commune, les cimetières au niveau de la commune, les emplacements des écoles, l'urbanisme. Donc il y a tout un tas d'attributions qui sont réservées aux conseillers communaux. Mais toutes ces attributions n'ont pas été assumées pendant tous ces temps. Donc développer un pays comme le Congo sans les conseils communaux, c'est un rêve irréalisable. Donc, et avec le programme de 145 territoires, ça vient juste appuyer. On ne peut pas appliquer efficacement le PDL 145 territoires sans les conseillers communaux et sans les élus locaux, puisque les conseillers communaux vont consister seulement pour les capitaux, les chefs-lieux plutôt, les chefs-lieux de province. Maintenant, dans des territoires, nous aurons les élus locaux, des territoires, tout ça. Et tous ces gens-là, ce sont eux qui seront comme l'œil du chef de l'État dans l'exécution des 145 territoires. Et sans ces gens-là, je ne vois pas comment on peut résoudre le problème de développement du Congo, qui est un sous-continent. C'est un grand pays,
il fallait décentraliser à outrance le pouvoir. Je donne l'exemple de Kin Bopeto. Kin Bopeto, pour qu'il réussisse, il fallait qu'il commence devant nos portes. Et qui devait veiller sur Kin Bopeto devant nos portes? Ce sont les chefs des avenues, les conseillers communaux. Et ces gens-là ont fait défaut pendant tous ces temps ici. Alors, on commence Kin Bopeto au niveau de la Gombe, au niveau de Grand Marché. Quelqu'un qui quitte Kisenso, qui n'a rien vu comme poubelle devant sa porte, qui jette la bouteille devant sa porte. Quel réflexe aura-t-il, une fois à Gombe, de jeter dans la poubelle? Donc, c'est toute une pédagogie qu'il fallait commencer au niveau de la base. Et qui doit veiller sur ça sont des conseillers communaux. Très bien. Et à ce moment-là, quel rôle devra jouer le chef de quartier? Est-ce qu'ils auront encore leur rôle? Parce que là, ça sera un conseil de commune. Est-ce qu'ils auront encore un rôle? Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui travaillent directement avec la commune. Ce sont les subalternes au niveau de la commune. Donc, les conseils communaux, ils légifèrent sur le projet de la commune. Municipalité. C'est un organe délibérant. Quand les bourgmestres vont amorcer un projet pour la commune, ils réunissent les conseils communaux, ils délibèrent et ils donnent les quitus pour l'exécution. Et l'exécution, ils vont travailler avec les chefs de rue, les chefs de quartier, et ils doivent à tout moment veiller. Par exemple, quand il y a l'exécution des ouvrages au niveau de la commune, de l'urbanisme, les routes, tout ça de la commune, le rôle du conseil communal, c'est veiller à la bonne exécution de ces ouvrages-là. Ce qui a manqué au pays pendant plusieurs années. Une entreprise vient, il travaille, il part. Il n'y a pas de suivi, après la voie se détériore. Après quelques mois, ça commence à se détériorer. Donc nous avons un grand rôle à jouer pour le développement du pays. Donc sans le conseil communal, le développement devient un rêve irréalisable. On peut dire, M. Florent Kalonji, qu'avec le conseil communal, aujourd'hui, la RDC est en train de décoller dans ce deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi. Oui, le deuxième quinquennat, comme parce que là, le pouvoir revient vraiment à la base. Il y a un suivi qui sera fait chaque fois. Ce qu'il a pu faire au premier mandat. Parce qu'on a vu des bourgmestres qui bloquaient et qui n'habitaient pas les communes, les municipalités. Là, d'habiter ou de ne pas habiter n'est pas un problème. C'est un problème de vision. Un bourgmestre doit être un manager. Je vous donne l'exemple des cas de Kisenso. Mon slogan de campagne, c'est cité dortoir. Kisenso, plus jamais une cité dortoir. Les habitants de Kisenso, chaque matin quand ils se réveillent, leur pensée tournée vers Matete, vers Lemba. Ils font des petits jobs. Ceux qui ont des boutiques, des pharmacies, ils laissent leurs taxes à Matete ou bien à Lemba, les impôts. Ils retournent à Kisenso pour dormir. Ils appellent Kisenso cité dortoir. Quand on leur pose la question pourquoi on ne peut pas travailler localement, ils vous disent qu'il n'y a rien à Kisenso. Alors, un politique... C'est la pauvreté de la population. Oui, c'est la pauvreté là. Mais le rôle d'un politique, c'est de former, d'informer et d'accompagner la population. Puisque la population... Et mettre en place une bonne politique pour créer des structures pour encadrer toutes les personnes qui vont travailler les efforts vers le développement. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque au leadership actuel, puisque un bourgmestre doit être un manager. Quand les habitants disent qu'il n'y a rien à faire, vous n'allez pas leur interdire d'aller à Matete. Vous allez poser des actes qui vont les retenir les contraindre à rester sur place. C'est-à-dire que vous allez voir après un temps, quand il y a un bon management, les gens ne vont plus trouver l'utilité d'aller travailler à Matete. Ils vont rester localement. Et c'est là ce qui va booster le développement d'une entité. Et Kisenso, tel que nous l'avons là, l'image de Kisenso, c'est une configuration du Congo profond. Donc quand vous prenez Kisenso et les Congo profonds, les mots qui sont à Kisenso sont là-bas. Puisqu'on parle que des Koulouna, des ravins. Donc nous devons au deuxième mandat changer de langage. Moi, au deuxième mandat, une fois élu comme conseiller municipal, je voudrais préserver les acquis, comme le chef de l'État l'a dit, préserver les acquis et amener un autre langage à Kisenso. Je n'aimerais pas qu'il continue à dire que cité dortoir. Donc il change un peu de
de paradigme, comme on l'a toujours dit. Donc, c'est ce que nous voulons. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance merci, dans madame. cette grande mission qui vous attend, parce que déjà, d'ici là, le résultat en moins de quelques heures, on va voilà, seront déjà connus. Mais une petite question avant de boucler ces chapitres. Il y a aussi, avant, comme il n'y avait pas de conseil communal, les bourgmestres de municipalité étaient nommés par arrêté ministériel, par ordonnance présidentielle, je ne sais pas. Ils étaient nommés par le ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Oui, mais il y a eu une bavure avec l'ancien gouverneur, l'ex-gouverneur Ngobila. Il avait aussi nommé les bourgmestres à un moment donné. Oui. Donc, ce qui était une aberration. Donc, ils doivent, à l'époque de nomination, c'était le ministre de l'Intérieur qui a. Mais selon la loi, ils doivent être élus. Maintenant, là, ils doivent être élus. C'est maintenant qu'ils n'avaient pas des conseillers communaux qu'on les nommait. Maintenant qu'il y a des conseillers communaux, il y aura il n'y aura plus de nomination à la tête de municipalité. Il y aura maintenant une élection indirecte entre les conseillers communaux qui vont élire le bourgmestre et son adjoint. Et là, nous aurons une équipe de la commune qui est composée du bourgmestre et du conseil communal. Voilà, 20 janvier 2024, au stade de Martyr, c'est fut une journée tout feu, tout flamme, avec une cérémonie haute en couleur, en tout cas très bien organisée pour une cérémonie d'investiture par rapport à celle qu'on avait vécue en 2019. Oui, effectivement, madame, nous étions sur place et nous avons vécu en direct, comme vous le voyez ici. J'étais habillé dans les couleurs de la Parmi les organisateurs. Oui, bon. En quelque sorte, parce que c'est le parti présidentiel. Oui, nous étions là. Nous étions merveilleux de voir d'abord l'organisation et surtout le nombre des invités, dont le nombre de chefs de l'État. C'est une première en RDC, puisqu'on a connu des investitures. On n'a jamais vu des chefs d'État. Autant de chefs d'État. Plus de 20 qui se déplacent pour une cérémonie d'investiture. Ce qui montre que Fatou Béton est bien reçu à travers le monde. Donc le monde entier l'a accepté. Même si notre opposition ne croit pas à cette élection, et il continue à rêver. On parle mais du moins à l'extérieur, on a compris une chose qui se passe au Congo. Fatou Béton a fait bouger les lignes. C'est normal, les gens qui sont à l'extérieur n'ont pas vécu ce que nous avions vécu ici. Qu'est-ce qu'on a vécu? Sur place, il y a plusieurs irrégularités qui ont été relevées, soulevées même par la CENCO et les autres organisations. Les irrégularités, dans toutes les élections du monde, il y en a, ça ne manque pas. Mais ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que c'est une première en RDC qu'après une élection, le président de la CENI soit libre de ce mouvement. Déclare qu'il y a eu de fraude et il publie même la liste des fraudeurs. Ça, c'est déjà une rupture. Une nouveauté. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'avec ça, la prochaine législature, nous serons plus disciplinés. Puisque la classe politique... Nous serons à notre 5e cycle électoral. Oui. Le prochain cycle, on c'est une maturité. On aura une moralisation de la classe politique. Puisqu'avec ça, ceux qui ont été victimes actuellement ne vont plus oser la prochaine législature. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, le fait de publier même les noms de fraudeurs et de lever les immunités de ceux qui sont dans les affaires pour les traduire en justice. Et là, il faut que la justice relaye. Ça sera une pédagogie. Ils vont servir d'exemple. Oui, puisque vous savez pourquoi l'homme politique ne respecte pas le peuple? C'est puisqu'il n'a pas de compte à rendre au peuple. Mais dès lors qu'il sait que je ne saurais plus tricher pour être élu, je dois être voté, toute son action sera dans le sens focalisé sur la population. Du respect vers le peuple. Donc, le manque de redevabilité, c'est ça? Oui, la redevabilité. Il aura des comptes à rendre au peuple. Et là, le pays va se développer. Et quand on a la mentalité d'être nommé, on n'a rien à rendre comme compte au peuple. Et puis là, toutes ces actions, c'est pour soi-même et pour sa famille politique. Très bien, M. Florent Kalonji, avec cette représentativité de chefs d'État qui sont venus pour la circonstance, on peut dire aujourd'hui que la République démocratique du Congo est ouverte à l'extérieur. Oui.
la République démocratique du Congo... La diplomatie, le voyage... autant critiquer le chef de l'État aujourd'hui a donné ce fruit. Maintenant, les voyages ont payé. Le Congo est ouvert au monde. Le Congo est devenu fréquentable. Puisqu'on a vu des investitures qu'on a fait au milieu des camps. Au camp Tchétch, hein, les visites des chefs de l'État, entourés par des militaires. Mais ici, c'était en plein air, un lieu public. Avec la population. Plein comme un œuf. Donc, une sécurité bien assurée. Là, c'est quelque chose qui nous montre que le Congo est ouvert au monde. Très bien. Nous évoluons à présent le programme du chef de l'État pour son deuxième mandat. Et basé sur quel secteur, quel aspect? Est-ce qu'en 2019, on nous a parlé de l'état de droit, on nous a parlé du peuple d'abord, bien que, entre guillemets, il y a encore la population qui ne s'est pas retrouvée, mais aujourd'hui, deuxième mandature, deuxième quinquennat, on s'est dit, est-ce que les programmes du chef de l'État sera axé sur quel secteur, par exemple? Merci beaucoup, Madame Ranta. Je crois que dans son message le jour de l'investiture, il a énuméré 6 points. Voilà, parce que nous sommes en train de décortiquer maintenant. Les 6 points-là, je ne sais pas les reprendre actuellement, mais je sais quand même qu'il a axé sa politique sur le social, hein, sur l'économie, la société, le développement, sur la santé de la population, ce qui est déjà amorcé comme la gratuité de la maternité. Ça doit continuer jusqu'à la gratuité des soins de santé, surtout pour les personnes de 3e âge, comme partout au monde. Ouais, c'est inadmissible que, vous savez, les pommes de maternité, là, c'est profitable plus au bébé qu'à la maman, vous savez. Ou au papa, parce que beaucoup de bébés devaient payer le frais. Beaucoup de bébés mouraient à la naissance. Donc, pourquoi? Puisque le papa n'a pas de moyens, on demande, il faut faire la césarienne, faites vite. Pendant que papa tourne pour trouver l'argent, oh, moi, oh, actuellement, qu'il y a gratuité de la maternité, c'est qu'on préserve la vie à la naissance. Donc, le souci du chef de l'État est de préserver la vie à la naissance. Mais avec quelle qualité de soins? Parce qu'il faudra aussi tenir compte des infrastructures. Nous avons vu Maman et moi dans sa très belle robe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs hôpitaux. Bien dit, on ne va pas... même l'Europe n'a pas été développée en un jour. Mama Yemo est équipée avec les infrastructures modernes, hein, des derniers cris. Ce qui fait les merveilles des autres nations, ça se trouve maintenant à Mama Yemo. Alors quand on nous donne l'occasion à nos femmes, à nos sœurs, d'aller accoucher gratuitement, même par césarienne, bon, il y en a qui crient non, où est le social? Mais le social est là. Quand on préserve la vie à la naissance, ce n'est pas le social. Hein, les mamans mouraient, il y a même des femmes qui mouraient, les enfants qui mouraient à la naissance, puisqu'on n'a pas de moyens pour prendre en charge tous ces problèmes-là qui accompagnent l'accouchement. En parlant dans les 6 secteurs, les 6 axes, il a aussi parlé de l'économie. L'économie aujourd'hui, vous savez, avec l'inflation. De l'inflation, le chômage. Le chômage, vous savez, quand j'étais là au stade, j'ai vu des drapelets. En tout cas, moi aussi, j'en ai eu. On a discuté des drapelets. Ces drapelets-là viennent de la Chine, à ma connaissance, sont importés. Quand je tenais les petits drapelets, je me suis dit, mais pourquoi importer ça au lieu de produire localement? Ça, j'interpelle les décideurs. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire localement. Les petits drapelets, là, il n'y a rien de compliqué. Ça va donner de l'emploi avec le couleur, oui. Si on en a importé des millions, c'est-à-dire qu'il y a des millions de dollars qui sont partis. Des tonnes. Non, on parle de l'inflation d'abord. Qu'est-ce qu'il y a à la base de l'inflation? Il y a des millions de dollars qui sont partis en Chine pour soutenir la production des Chinois. Parce qu'on ne peut pas importer avec les francs congolais. Après, nous allons crier... C'est quelque chose qui pouvait se produire ici sur place. Voilà, nous allons crier que taux de dollar les omata. Les omata, pourquoi? Puisque nous importons tout, même ce qu'on ne devait pas importer. Les drapelets, on peut les imprimer localement, mais on préfère importer pour les intérêts de quelques individus, ce qui n'est pas normal. Alors, s'il faut, on va en profondeur. Tout ce que vous avez comme habillement là, ça vient que de l'extérieur. Votre blouse là vient de la Chine, les pantalons de la Chine,
Ce qui explique que notre monnaie ne peut pas être stabilisée tant que tout ce que nous avons besoin vient de l'extérieur. Donc nous devons booster la production locale. Surtout, on peut commencer par ce que nous mangeons. Moi, je trouve anormal qu'on importe les riz. L'agriculture, comme à Kisenso là-bas. On peut booster la production de légumes bio, des légumes de bonne qualité. On peut les produire à Kisenso. Nous avons une rizière vers la baie du fleuve, oui, vers Kingabois. On peut... Même vers une brasserie. Il y a moyen d'augmenter. Même moi, j'étais à Bumba en 98. Au lieu d'importer le riz de la Chine, Thaïlande. J'ai trouvé l'abondance à Bumba. Le riz à Bumba, c'est en abondance à l'Équateur. Dans la Mongale, je crois, du côté là, Bumba. Alors, quel est le problème de ce côté-là? C'est les voies de communication. Le Congo, dans chaque province, il y a des opportunités, il y a des possibilités de développement. Maintenant, il faut relier ces provinces-là. Parce que pour quitter avec les sacs de riz des Bumba jusqu'à Kinshasa, c'est un parcours de combat. Dans le bateau, on fait plus ou moins 1 mois. Avec la crue... Maintenant, d'ailleurs, avec la crue, la navigation est devenue très difficile. Compliqué, ça crée la famine à Kinshasa. Pourtant, il y a l'abondance là-bas. Donc, notre problème, c'est de penser sur notre développement. Nous devons penser sur nos problèmes. Alors, moi, je salue le fait qu'il y a l'élection locale. Et tous ces gens-là, si on fait une sélection des députés, des conseillers communaux, des élus locaux, qu'on peut avoir des projets de développement, puisque chacun apportera les problèmes de son entité et on va mettre sur la table pour savoir par où commencer pour développer les pays. C'est tout ce qui nous manque. Dans les volets sécuritaires, le chef de l'État, lors de son premier mandat, a échoué de pacifier, dans sa mission, voulais-je dire, de pacifier la RDC. Échoué, c'est trop fort maintenant. Quand il est arrivé au pouvoir, bon, la situation de l'Est c'est antérieur. Elle n'a pas évolué. Elle n'a pas évolué parce que maintenant, pas du tout, parce qu'il y a une partie du territoire qui est contrôlée par le M23 jusqu'à présent. Vous dites qu'il y a une partie, mais il y a quand même une autre partie qui est libérée. Donc, le problème de sécurité, c'est un problème qui a plusieurs dimensions. C'est un problème qui est tentaculaire. Donc, il y a l'aspect des intérêts économiques, des enjeux économiques dedans. Et ce n'est pas une guerre qu'on peut finir qu'avec les armes. Il y a aussi la diplomatie. Alors qu'il y a des candidats qui nous ont dit pendant la campagne, une fois élus, 1, 2, 3 mois, ils terminent la guerre. Le chef de l'État a dit que préservons les acquis. Les acquis aussi, je crois qu'à l'Est, il y a aussi les acquis que nous devons préserver. Je vous donne un petit exemple. La production de l'or. Notre coltan qui traverse de l'autre côté au Rwanda ne traverse plus. C'est déjà les acquis. Ce qui montre qu'il y a déjà un grand pas qui est franchi de ce côté-là. Et comme ce sont des intérêts économiques, il faut savoir les négocier. Donc on ne veut pas s'attarder là-bas, mais nous avons déjà des acquis pour ce qui concerne la guerre de l'Est. Il y a une usine qui transforme des gisements de l'or à l'Est, à Goma, actuellement, ce qui n'existait pas. Tout traversé de l'autre côté. Mais avec la peur de perdre Goma. La peur, qui a peur? La population qui a peur. Le chef de l'État l'a dit. Il a dit que si une seule balle tombe là-bas, il va réunir les chambres. Au deuxième mandat, nous sommes là. Nous attendons voir. Les chambres. Nous attendons voir, et bien nous accompagnons. Puisque nous, quand les chefs prononcent il faut lier la parole aux actes. Quand les chefs prononcent il ne suffit pas parce que, M. Florent Kalonji, vous ne semblerez pas ignorer que les Quinois ou la population, je ne parle pas des Quinois en particulier, je parle de tous les Congolais qui ont en quelque sorte décrié de promesses le chef de l'État. Il a quand même fait beaucoup de promesses qui, à leurs yeux, semblent ne pas être réalisées, pris en compte. Il faut savoir ce qu'on appelle promesse. Quand le chef de l'État dit qu'il va ériger un port en eau profonde à Badana, j'ai vu quelqu'un qui dit « Oh, ce n'est pas encore réalisé ». Vous savez, un port en eau profonde, dans 5 ans, on peut réaliser un port en eau profonde. Les études ont commencé bien avant avec Joseph Kabila. Vous croyez? Oui. Vous avez déjà un exemple de ce qui a été fait à l'époque? J'avais assisté à un grand travail, à une réunion où on parlait de cela bien avant.
Ça, à ma connaissance, je n'en ai pas, mais je sais qu'il y avait un débat à l'époque. Il y en a qui étaient contre pour les ports en eau profonde, qui préféraient qu'avant de construire les ports en eau profonde là-bas, il fallait ériger les ponts rails Kinshasa-Brazzaville. Il y avait un débat à l'époque de Kabila. Et ce débat-là n'avait pas terminé. Puisque pour Sassou Nguesso, il voyait une concurrence avec les ports en eau profonde à Banana. Puisque quand on érige là-bas, les gros navires vont accoster là-bas et le port de Pointe-Noire va manquer de clients, en quelque sorte. Donc c'était une concurrence déloyale pour lui. Donc pour lui, il préférait qu'on fasse les ponts rails Kinshasa-Brazzaville. Or, le pont rail Kinshasa-Brazzaville allait aussi tuer le port de Matadi. Comme le port de Pointe-Noire, la douane est plus bas et est de loin inférieure à la douane qui est à Matadi, les Quinois préféreront traverser Brazzaville, dédouaner à Pointe-Noire et puis passer par le pont rail Kinshasa. Donc c'était un projet suicidaire pour Kinshasa, pour le Congo. C'est ainsi qu'à son avènement, le chef de l'État a levé l'option d'ériger le port en eau profonde à Banana. Et là, c'est un projet qui demande aussi de... Il y a une mangrove qui contribue à la préservation climatique. Pour détruire cette mangrove, ériger le port en eau profonde, ça demande aussi beaucoup de négociations. Ça demande aussi... vous avez dit à Banana? Il y a des maisons, il y a des familles, il y a des parcelles tout au long de l'océan là-bas. Il faut déposséder tous ces gens-là, puisque le port va prendre un grand espace. Il faut dédommager, indemniser des familles pour leur donner l'occasion d'aller ailleurs et laisser la place à l'érection de ce port-là. Donc tout ça mis ensemble, ça ne peut pas expliquer que dans une année, on commence les travaux, comme l'opposition le souhaite. Ce n'est pas une promesse non réalisée. Donc, nous espérons que d'ici la fin de son mandat, en 2028, qu'il n'y aura plus de guerre. Non. Il ne faut pas dire qu'il n'y aura plus de guerre. C'est comme si nous contrôlons le monde. Moi, je voudrais que vous disiez que... Mais avec la diplomatie agissante, on a vu le chef d'État, on a vu tous ces États... Je préfère que vous disiez que le Congo soit en mesure de se défendre. Parce que tous les pays sont toujours menacés. Et surtout le Congo, avec tout ce qu'il a comme potentialité économique, on ne peut pas dire qu'il n'y aura plus de guerre. C'est comme si vous me lancez un défi au chef de l'État. Moi, je crois qu'il faut organiser la défense. Il y a déjà les programmes de programmation militaire qui doivent doter l'armée des moyens. Vous avez vu au stade des martyrs, vous avez vu l'armée, vous avez vu nos forces spéciales. Ces gens-là, ça montre que le chef de l'État a mis du sérieux dans le système de défense de la République. Donc, nous devons nous préparer à défendre la nation que de dire qu'il n'y ait plus de guerre, puisque ça ne dépend pas de nous. La convoitise est tellement grande pour le Congo. Donc, dire qu'il n'y aura plus de guerre, mais nous devons être en mesure de nous défendre. Tous les pays au monde sont menacés. Défendre la souveraineté nationale. Voilà. Très bien. Nous sommes en train de chuter déjà, malheureusement. J'ai aimé la franchise du chef de l'État quand il a dit qu'il ne faudra plus que les erreurs du passé se reproduisent. C'est déjà quelles erreurs? Parce que dans l'UDPS, tu sais qui dit, on ne voit pas les erreurs. On dit son bilan était largement positif. Il avait bien fait son travail, au-delà du fait qu'il avait perdu 2 ans dans la coalition FCC Cash, qui n'avait pas du tout marché, mais à la fin, on l'a vu, on l'a vu à l'œuvre, on l'a vu faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces erreurs-là, on peut d'abord le connaître pour s'en rassurer qu'il n'y en aura plus? Quand le chef de l'État dit qu'il ne veut plus voir les erreurs du passé se répéter, se reproduire, il ne parle pas de ses erreurs. Ah bon? Il reconnaît qu'il y a des erreurs de ses collaborateurs. Ça, tout le monde le sait. Lui-même a été parfait. Non, je ne dis pas qu'il est parfait. Lui, le chef a une vision. Quand il donne la vision, l'exécution, ce sont les collaborateurs. Et qui commettent des erreurs dans l'exécution. Il y a des détournements. Par exemple, on vous envoie aller faire une route au Kasaï là-bas. Vous allez là-bas,
vous détournez la moitié des fonds qui sont mis à votre disposition. C'est ça les erreurs du passé auxquelles il fait allusion. Okay. Et les erreurs du passé aussi, c'est le comportement, le mental, notre attitude de tous les Congolais, même nous tous, nous sommes concernés. C'est une interpellation. C'est-à-dire que, vous voyez ce qui s'est passé avec les élections, où on voit les gens avec des machines à voter dans leur maison. Ce sont des erreurs du passé. Ils sont de l'Union sacrée de la nation. De tous bords, pas seulement l'Union sacrée. La plus grande majorité était de l'Union sacrée. De tous bords. Ok. On a vu de tous bords. Alors c'est une mentalité qui a été dans le passé. Ils ont cru que ça va continuer avec Fatou Béton. Mais curieusement, Kadima, que je salue sa bravoure, il a eu le courage de dénoncer et de publier. Donc, le fait de publier les noms des hauts cadres, même des ministres en fonction, qui se sont vus après privés même de participer au premier conseil des ministres de 2024, c'est déjà un message fort. Ce qui va faire qu'il y aura quand même une moralisation de la classe politique tout au long du deuxième mandat. Et c'est à la justice de relayer ce qui est déjà commencé au début de ce mandat. Monsieur Florent Kalonzi, ne pensez-vous pas qu'il y aura au sein de l'Union sacrée une crise? Parce qu'aujourd'hui, on sent que plus d'élus sont... Avec nos 69 députés, voilà. vous voulez dire. Voilà. Bon, la majorité à l'Assemblée nationale... Parce qu'il y a déjà de cris, il y a déjà de ceux... Par exemple, on parle de UMLC, on a vu les mécontents, on a vu chez Bahati Lukwebo, AFDC et alliés, on a vu au sein de l'UNC, on a vu beaucoup de partis en tout cas, avec, qui sont mécontents de résultats publiés par la CENI avec Denis Kadim à la tête. Mécontents comment? Ils n'ont pas approuvé les résultats provisoires. Moi, je n'ai pas entendu ça. À la législative nationale. Moi, je n'ai pas entendu ça. Si, je vous informe. Ils contestent le résultat. Oui, il y a quelques-uns qui ont contesté. Et on parlerait d'une nomination. La voie pour la contestation, c'est la Cour constitutionnelle. Bon, il y a un problème de la loi électorale. Cette loi-ci que nous avons aujourd'hui, c'est une loi qui parle de seuil de représentativité. Vous avez suivi avant qu'on le publie, on énumère d'abord les partis qui ont rempli les conditions d'être publiés. Et si vous n'êtes pas dans les conditions, même si vous avez 5 000 voix, vous ne serez pas publié. C'est là qu'ils doivent connaître, ils doivent savoir que la loi, ils doivent relire la loi avant de contester. Puisque j'ai vu même à Mitoaba, dans les Katanga, à Lualaba, vers Lualaba là-bas, j'ai vu quelqu'un qui est passé avec 124 voix. Ils sont à deux. Le premier a 12 000 voix, lui il a 124 voix. Il est publié. Il est contesté d'ailleurs. Non, non, il n'est pas contesté, c'est la loi. Il faut lire la loi. Lui, il a 124, peut-être l'autre a plus de 1000, mais qui est écarté par la loi électorale. Donc vous ne voyez pas cette crise au sein même de l'Union sacrée pour dire que la majorité peut basculer à tout moment. Aujourd'hui, ils sont là et demain, ils se disent non, nous ne sommes plus d'accord. Et là, ça sera encore un blocage pour... Bon, ce qui est comme problème, c'est la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut 251 députés. L'UDPS, à elle seule, a 69 députés. Avec nos alliés et nos mosaïques, on peut atteindre 150 députés. C'est que nous sommes encore loin d'atteindre la majorité et nous aurons besoin d'être accompagnés par nos alliés de l'Union sacrée. Bon, je crois que le chef de l'État, c'est lui-même l'initiateur de l'Union sacrée. Et tous ceux qui sont là ont adhéré à sa vision. C'est lui qui connaît là où il va amener l'Union sacrée. Bon, à ce stade, je ne peux pas dire qu'il y aura une crise au niveau de l'Union sacrée, puisque c'est lui qui a initié l'Union sacrée et c'est lui qui pilote l'Union sacrée. Moi, je ne vois pas la crise. Je crois que ce qu'on pouvait éviter peut-être au niveau des leaders de mon parti, ce que je déplore, c'est le fait qu'on n'ait pas atteint même 100 députés nationaux, puisqu'on avait la capacité. Ah bon. On avait la capacité, mais on n'a pas pu. Alors, ce sont les législateurs qui vont s'élever en famille. Moi, je ne voyais pas, au cours du deuxième mandat de l'État, commencer à négocier encore la majorité. Je ne voyais pas ça.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Mais si vous devriez nous donner une note à Denis Kadima, c'est combien vous lui donnerez sur 10? C'est un génie. Denis Kadima, excusez-moi la voix. Je vous en prie. C'est un génie. Okay. Denis Kadima, c'est un génie. Il a réussi à faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire. Excusez-moi la voix. Je vous en prie. Il a réussi à moraliser la classe politique. Il mérite beaucoup. Je crois que l'avenir nous en dira. Si c'est lui qui viendra en 2028 se comporte comme lui, je crois que nous aurons une classe politique capable de relever la nation. Donc, on a tamisé. On va tamiser l'élite au niveau des élections. Quand on attrape les voleurs et les tricheurs, on les publie. C'est un tamisage qui nous a manqué pendant toutes ces années. Nous espérons. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Sociopolitique Tribune sur Mondico Télévision. Madame, Monsieur, je vous rappelle que nous avions reçu sur ces plateaux M. Florent Kalonji, cadre de l'IDPS. J'avais aussi souligné qu'il était candidat, conseiller municipal sur la liste de l'IDPS dans la commune de Kisanso. C'est avec lui que nous avions plutôt débattu sur l'actualité qui est aujourd'hui dominée par la cérémonie d'investiture de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes arrivés à la fin. C'est un plaisir de vous savoir très nombreux. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bon suite de programme sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit.